Olá e buenos dias a todos e todas. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter à cette session d'information de l'OPS sur la pandémie causée par le COVID-19 dans les Amériques. Je suis Paolo Lira du département de communication de l'OPS. Comme toujours, cette session durera environ 1 heure et nous prendrons vos questions jusqu'à ce moment-là. Nous avons déjà certaines questions qui nous sont parvenues par notre courriel et vous pouvez en poser d'autres à travers, en cliquant sur le bouton QA. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous vous informons également que cette séance a eu l'interprétation simultanée vers le français, l'espagnol, le portugais et l'anglais, et également transmis en direct à travers YouTube et Facebook. Aujourd'hui, le docteur Étienne nous parlera de la situation de la pandémie dans les Amériques et nous informera d'une nouvelle initiative de l'OPS pour augmenter la capacité des pays de la région concernant la production des vaccins. Avec le docteur Étienne, nous avons aujourd'hui le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Sira Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, le docteur Jairo Mendes, qui est conseiller en maladie virale émergence. Je demande au docteur Étienne qu'elle fasse son discours initial. Paulo. Et bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans cette conférence de presse. Au cours de la semaine dernière, les Amériques ont signalé plus de 1,5 million de nouveaux cas et près de 20 000 décès liés au COVID-19. 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Brésil, ont enregistré le plus grand nombre de cas, bien que les cas de COVID-19 continuent d'être signalés dans notre région. Beaucoup de pays d'Amérique centrale, y compris Belize, Guatemala et Honduras, connaissent une augmentation des augmentations de COVID-19. Et si le nombre d'hospitalisations continue de diminuer dans une grande partie de l'Amérique du Sud, les infections restent très élevées. Nous demandons donc instamment au pays de rester à l'affût de nouvelles épidémies. La Jamaïque, Porto Rico et les petites îles des Caraïbes, comme Saint-Vincent et les Grenadines et Dominique, ont signalé une forte augmentation des nouvelles infections et des décès. En Haïti, le ministère de la Santé coordonne avec les partenaires humanitaires et a demandé un soutien supplémentaire en matière de chirurgie et de soins de traumatologie pour les victimes du récent tremblement de terre. L'OPS continue de distribuer des fournitures médicales indispensables et travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et les équipes d'urgence sur le terrain. Alors même que notre région reste en tête des infections mondiales, 7 des 20 pays et territoires présentent les taux de mortalité les plus élevés du monde, se trouvent en Amérique latine. Un peu plus de 23% des habitants d'Amérique latine et des Caraïbes ont terminé leur vaccination pour le COVID-19. Dans beaucoup de pays, la couverture est bien plus faible. Un peu plus de 3% des personnes ont entièrement vacciné au Guatemala et un peu plus de 4% en Jamaïque, tandis que les campagnes de vaccination ont été encore plus retardées en Haïti à cause des récentes catastrophes naturelles. Aujourd'hui, l'inégalité en matière de vaccins reste le talon d'Achille de notre réponse. En raison des retards de production, de nombreux pays attendent encore les doses qu'ils ont achetées il y a plusieurs mois. Certains n'ont d'autre choix que de compter sur les dons pour vacciner leur population. Bien que l'OPS et COVAX s'efforcent de livrer près de 12 millions de dons de vaccins COVID provenant des États-Unis, d'Espagne, de Norvège, de Maui, de France et de Suède, les vaccins ne suffiront pas à protéger les centaines de millions de personnes qui restent vulnérables dans notre région. L'approvisionnement limité en vaccins continue de nous retarder. Une poignée d'entreprises produisent la totalité de l'approvisionnement mondial en matière de vaccins COVID-19. Beaucoup d'entre elles laissent le prix et le pays d'origine et non pas le besoin déterminer la façon dont les doses sont distribuées.
de sorte qu'une grande partie de l'approvisionnement en vaccins reste aujourd'hui entre les mains des nations les plus riches du monde entier. Cette production limitée et cette distribution inégale des vaccins face à une demande faramineuse entravent notre réponse au COVID et font courir un risque très élevé à la santé publique de nos pays. L'Amérique latine et les Caraïbes sont particulièrement vulnérables car nous dépendons presque entièrement d'autres endroits pour produire les matières premières pharmaceutiques, les médicaments et les technologies de santé dont nos populations ont besoin pour rester en bonne santé. Notre région importe 10 fois plus de produits pharmaceutiques que nous n'en produisons. Tout comme les fabricants se sont adaptés rapidement pour produire certains des API et des ventilateurs dont notre région avait besoin au début de la pandémie, nous devons insuffler le même esprit de collaboration à la production des vaccins dans la région. La bonne nouvelle est que nous ne partons pas de zéro. Aujourd'hui, 4 pays de notre région sont déjà impliqués dans la fabrication de vaccins COVID-19 et le Brésil et Cuba sont des producteurs de vaccins préqualifiés par l'OMS pour la fièvre jaune et la méningite B, respectivement. Nous devons donc appuyer sur cet héritage pour protéger notre population de la menace de COVID et des risques sanitaires futurs. L'OPS est à l'origine d'initiatives visant à réduire notre dépendance à l'égard des importations de produits pharmaceutiques. Avec l'OMS, nous nous efforçons d'introduire la technologie des vaccins à ARN dans notre région. Les vaccins à ARN comptent parmi les vaccins les plus efficaces contre le COVID-19. Et comme cette technologie est très adaptable, elle a un énorme potentiel pour être utilisée contre d'autres virus. Jusqu'à présent, plus de 30 entreprises et institutions publiques et privées des Amériques ont exprimé leur désir de participer au programme de transfert de technologie ARN de l'OMS et nous sommes en train d'identifier les propositions les plus prometteuses, établir un processus de coopération qui peut tirer parti des capacités existantes dans différents pays et de veiller à ce que cette production puisse bénéficier tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes par le biais du Fonds renouvelable de OPS. Cependant, le renforcement de la capacité de production de notre région va prendre du temps et notre succès repose sur 3 éléments: la coordination, la collaboration et les investissements. Pour que cela fonctionne, les pays doivent coordonner les différents secteurs afin de renforcer leur capacité à produire de nouvelles technologies. Les pays participants auront besoin de nouvelles politiques pour en faire une priorité, à la fois pour disposer des compétences techniques comme la bioingénierie, qui est nécessaire à la mise à l'échelle de ces produits, et d'une infrastructure d'un cadre réglementaire solide qui puisse assurer la qualité, l'efficacité et la sécurité. Cette semaine, l'OPS va lancer une plateforme visant à stimuler les efforts régionaux de fabrication de vaccins, en commençant par la première d'une série de réunions destinées à promouvoir une plus grande coordination entre les pays et à recruter des partenaires des secteurs publics et privés pour faire de cette idée une réalité. Parce que nous devons collaborer pour tirer parti des forces de chacun. Et c'est pour ça que c'est si important de réunir les parties. Il y a beaucoup d'ingrédients et de phases pour accomplir ces vaccins. Il nous faut donc faire une cartographie et optimisation des chaînes d'approvisionnement pour gérer efficacement ces étapes dans notre région. Tout comme les pays travaillent par le biais du Fonds renouvelable de l'OPS pour regrouper la demande des vaccins, ils devraient tirer parti des économies d'échelle pour répartir la capacité de production pharmaceutique dans les Amériques. Pour que la production régionale soit durable, la production ne peut pas être concentrée en un seul endroit. Enfin,
L'expansion de la production pharmaceutique va exiger des investissements considérables. La Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et d'autres partenaires ont déjà exprimé leur volonté d'aider notre région à développer sa production pharmaceutique. Mais les pays doivent également hiérarchiser les investissements et travailler ensemble pour optimiser les fonds disponibles. Je pense que la crise actuelle de la vaccination contre le COVID-19 doit nous faire prendre conscience que nous devons développer la production pharmaceutique régionale afin d'être aux commandes de nos propres réponses aux pandémies. Les valeurs des panaméricanisme et de solidarité de la région peuvent nous aider à renforcer la production pharmaceutique. Les investissements que nous réalisons aujourd'hui nous aideront non seulement à sortir rapidement de cette pandémie, mais jetteront également les bases pour faire face aux futures crises sanitaires. Nous n'avons donc aucun temps à perdre. Merci beaucoup, Dr. Etienne, pour vos remarques initiales. Nous allons commencer avec les questions que nous avons déjà reçues. Et la première question nous vient de Gisela Salomon de Associated Press. Au début de la pandémie, certains experts avaient estimé qu'il faudrait 2 ans pour contrôler le virus. En décembre, cela fera 2 ans que le virus a été détecté en Chine. Quelles sont les prévisions de l'OPS pour la région et quand pense-t-elle pouvoir revenir à la normale? Docteur Barbosa, s'il vous plaît. Merci de cette question. Je pense qu'il y a une grande anxiété de la part de tous pour savoir quand est-ce que finalement la pandémie sera complètement contrôlée. Mais il n'est pas possible, on ne devrait pas faire ces prévisions au début et nous n'avons pas les moyens maintenant d'établir à quelle date la pandémie sera finie. Nous savons que nous sommes plus proches de la fin de la pandémie qu'il y a 1 an, parce que nous avons des vaccins maintenant et les vaccins tous les jours prouvent et montrent leur capacité qu'elles ont à protéger les vies des personnes, comment elles diminuent les cas graves et les hospitalisations à cause de formes sévères de la maladie. Par conséquent, le plus que les pays auront accès aux vaccins et le plus que nous aurons de gens vaccinés avec les 2 doses dans tous les pays, nous nous rapprocherons davantage de la fin de la pandémie. Nous nous rapprochons de la fin de la pandémie parce que nous avons maintenant des évidences qui font science de manière adéquate, comme l'utilisation de masques, par exemple. Nous avons des données récentes qui nous disent que si toutes les gens utilisent le masque, seulement ce geste pourrait réduire de 10 à 20% la possibilité de transmission du COVID-19. Par conséquent, il faut conserver ces mesures, éviter les agglomérations et élargir l'accès aux vaccins pour que tous les gens puissent se faire vacciner. Ce sont des mesures qui nous rapprocheront de la fin de la pandémie. Par conséquent, il me semble qu'il s'agit de la tâche que nous avons devant nous. Continuer avec la surveillance et également augmenter l'accès des gens au vaccin. Merci. Merci beaucoup, Dr Barbosa. J'aimerais maintenant prendre une question qui vient d'arriver, qui concerne les remarques initiales du Dr Etienne. La question, si c'est cette nouvelle initiative de l'utilisation de la plateforme de l'OPS, est-ce que ceci signifie de briser les brevets des vaccins? Dr Barbosa, vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Merci. Et la question des brevets, de la propriété intellectuelle se trouve toujours au cœur de beaucoup de débats. Et il y a des décisions des pays au sein de l'Assemblée mondiale de la santé au sujet de la possibilité d'utiliser les flexibilités prévues dans les accords internationaux au sujet de la
propriété intellectuelle. Mais ce à quoi nous nous référons et ce que la directrice a mentionné, c'est plus qu'une mesure. Nous nous référons à un problème très complexe et généralement, lorsque nous présentons des réponses simples à des problèmes complexes, ce sont des réponses qui ne sont pas les plus adéquates. Nous nous référons à une initiative pour renforcer la capacité productive de la région, pour soutenir ce qui existe déjà, renforcer la capacité de production, de développement et chercher une manière, de manière coordonnée pour renforcer ce qui existe déjà dans la région. Si les 4 ou 5 pays qui ont d'intérêt ou produisent déjà des vaccins dans la région pouvaient faire un consortium et partager tout ceci augmenterait la capacité de la région. Nous nous référons à une plateforme pour transférer des technologies innovatrices comme la technologie du vaccin NRR1, qui sont de nouveaux vaccins qui peuvent être utilisés non seulement pour le COVID, mais à l'avenir pour d'autres virus importants. Nous nous référons aux besoins d'un investissement important de ressources pour ce développement, d'initiatives des gouvernements, des entreprises privées, c'est-à-dire nous nous référons à quelque chose qui a un temps ou un délai pour être mis en place dans la région. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir la volonté politique, des engagements au-delà du secteur de la santé. Il me semble que l'initiative de la plateforme est celle-ci et qui a pour objectif non pas donner une réponse en un mois ou deux, qui puisse être une solution pour renforcer la capacité productrice de la région depuis les respirateurs, les médicaments. Nous importons beaucoup plus de médicaments que ce que nous produisons dans la région, c'est-à-dire c'est un regard plus élargi pour renforcer la capacité de la région et également réduire la vulnérabilité et la dépendance que la région des Amériques et des Caraïbes a. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Dr. Barboz. Maintenant, la prochaine question sera adressée en anglais. On a posé la même question à Dr. Cartwright de Bahamas, qui Yerson Royavi de El Comercio au Pérou ont posé la même question. Et la question est, beaucoup de pays ont commencé à offrir des vaccins de rappel pour une partie de leur population. Est-ce que c'est à conseiller? Dr. Etienne, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette question. Après avoir révisé les données et voir les évidences qui sont disponibles, nos conseillers techniques et les conseillers techniques et spécialistes de SAGE de OMS recommandent que la plus grande priorité maintenant soit de donner justement, d'augmenter le vaccin pour couvrir les groupes vulnérables qui peuvent développer des formes sévères de COVID-19. Cette mesure va réduire l'hospitalisation et les morts. Après avoir fait cela, les pays devront ensuite assurer l'accès au vaccin pour avoir une haute immunisation contre le COVID-19. 80% ou plus est la couverture estimée pour contrôler la transmission. Pour ce qui est la troisième question, de troisième dose des rappels, nous ne disposons pas encore de suffisamment de preuves pour formuler des recommandations. Les experts sont en train de faire des essais cliniques, des collectes de données pour rassembler des preuves scientifiques qui permettront d'étayer la recommandation d'une troisième dose de rappel. Il est essentiel cependant d'analyser toutes ces données pour pouvoir formuler les recommandations appropriées qui peuvent être différentes pour chaque vaccin et pour les groupes spécifiques, tels que les personnes immunodéprimées, les personnes âgées et la population générale. Il nous faut donc souligner que le facteur le plus important est de souligner que la meilleure production contre les nouvelles variantes et la meilleure provision est de contrôler la transmission partout. Pour cela, l'urgence d'un accès équitable aux vaccins
est un impératif éthique et c'est la meilleure réponse de santé publique à cette menace. Nos pays ont un besoin urgent de vaccins contre le COVID. Comme je l'ai déjà souligné, moins de 25% des personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes ont terminé leur vaccination contre le COVID-19. Et dans certains pays, ce chiffre est inférieur à 5%. Ce que ça signifie, c'est que nous avons des millions de personnes qui ne sont pas encore protégées. Le manque d'accès aux vaccins, donc, entrave notre réponse à la pandémie de COVID-19. Certains pays n'ont pas été en mesure d'offrir la seconde dose du vaccin, qui est essentielle pour assurer la protection. Outre les déploiements de vaccins COVAX, OPS s'efforce pour accroître l'accessibilité de nos pays aux vaccins par des appels à dons qui sont plus nombreux et immédiats de la part des pays développés et l'achat direct par notre fonds renouvelable. Mais, comme vous le savez, nous avons encore un long chemin à parcourir pour vacciner notre population contre le COVID et contrôler la pandémie, ce qui nous permettra de revenir à nos activités économiques, rétablir l'économie et réduire l'impact social dramatique de la pandémie. En attendant, s'il vous plaît, continuez à observer les mesures de santé publique recommandées, les gestes barrières, notamment les portes de masque, la distanciation sociale, une ventilation adéquate, éviter les espaces fermés et bondés et d'autres mesures visant à réduire la transmission et pour nous protéger. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne, pour votre réponse. La question suivante vient de Raquel Scott, de Nassau, aux Bahamas. Et elle demande, le Bahamas se trouve au milieu de la pire ressurgissement de COVID-19. Et dans ce contexte, le pays va entrer dans une période d'élection dans 3 semaines. Quelle est la recommandation de OPS pour avoir des élections qui soient sûres face aux défis auxquels le pays doit faire face maintenant? Merci beaucoup. Cette question a déjà été débattue dans d'autres réunions et il est important de souligner qu'il y a le droit aux 2 choses, d'élire les autorités officielles et également le droit à la santé pour contrôler la pandémie. Et par rapport à cela, il y a eu beaucoup d'élections où OPS a donné des conseils techniques et de santé pour réduire la transmission pendant les périodes d'élection. Et nous avons vu que les taux de transmission plus élevés ont lieu pendant les campagnes électorales plutôt que le jour même de l'élection. Donc, il est important d'éviter les situations où la distance sociale est difficile à réaliser, porter des masques tout le temps et évidemment employer toutes les mesures barrières recommandées, y compris justement le lavage des mains, etc. Il est également important d'évaluer la situation de transmissibilité et voir avec les services de santé la disponibilité de lits pour urgence et d'hospitalisation pour faire face aux augmentations de cas. S'il y a des augmentations de cas, parce que, disons, la transmission augmente, comme il y a lieu maintenant en Amérique latine et aux Caraïbes, nous devons souligner que la situation, les élections, donc, peuvent créer une opportunité pour une plus grande poussée de la maladie. Il est important également que les comités dans les élections organisent le jour de l'élection d'une façon à ce que les gens maintiennent la distanciation sociale et réduisent la transmission sur les surfaces, par exemple, que les personnes devront toucher. Celle-ci et beaucoup d'autres recommandations, y compris les communications aux personnes qui vont faciliter le processus et la population qui va voter.
Dans ce sens, il est extrêmement important pour les candidats qu'ils prennent en compte de façon sérieuse le contexte de COVID et parce qu'ils protégeront la population en même temps qu'ils feront des progrès dans le processus électoral. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ugarte. Nous avons deux questions maintenant qui nous remettent à ce qu'a dit le Dr. Etienne lors de ses remarques initiales. La première nous vient de Matthias Groring de Next Speaking en Argentine qui nous demande « Y a-t-il une prévision sur la quantité de vaccins d'ARN modifiés qui pourraient être produits dans la région? Est-ce que cela se passera en 2022? » Et une autre question qui nous vient de Violeta Villar. Quels sont les pays qui pourraient participer à la production de vaccins contre le COVID-19 conformément à ces propositions? Docteur Barbosa, merci pour votre intérêt concernant cette initiative que notre directrice a annoncée. Nous nous trouvons au début de ce processus. Par conséquent, il y a des questions au sujet de combien de vaccins vont se produire, etc. Et nous commençons le processus. Et comme l'a dit la directrice, c'est un processus qui a pour objectif d'être possible, c'est-à-dire qu'il puisse être mis en œuvre dans la région. Il y a déjà 2 mois que nous avons eu une première réunion pour parler des initiatives de transfert des technologies du vaccin ARNM pour la région. Nous avons eu plus de 300 personnes qui ont participé à cette réunion. Nous avons eu également un temps pour recevoir les propositions. Nous avons reçu environ 30 propositions de la région qui nous venaient des sociétés privées, de consortiums de sociétés privées entre plusieurs pays, d'entreprises publiques, et nous sommes en train de réviser toutes ces propositions. Et il sera annoncé en mois de septembre, notre directrice annoncera quelles sont les propositions qui seront retenues pour ce projet. Les critères seront en vue des propositions les plus possibles qui ont les conditions nécessaires, que le pays a un bon système réglementaire, qui a la capacité de fabriquer certains composants et qui a des investissements publics, privés ou publics et privés pour pouvoir soutenir le développement de cette production. Tout ceci sera analysé. L'idée générale, c'est, comme l'a dit la directrice, d'avoir une production partagée, que soient utilisées les capacités qui existent déjà dans beaucoup de pays qui produisent, par exemple, déjà des composants qui pourraient faire partie de la production d'un vaccin de ARN1. Mais d'après le principe de l'initiative, parce qu'il s'agit d'une initiative qui pourra bénéficier tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce n'est pas pour qu'un pays produise des vaccins pour son propre pays. Tous les vaccins qui seront produits par ce consortium seront distribués à travers le fonds renouvelable et seront proposés par le fonds renouvelable pour que tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes puissent en profiter, non seulement ceux qui les produisent, mais pour que tous les pays puissent en bénéficier. Au sujet des délais, bien évidemment, cela dépendra de l'analyse plus détaillée de toutes les propositions. Ce n'est pas une réponse à court terme. Nous ne cherchons pas à avoir des vaccins prêts en 2 ou 3 mois. Ce n'est pas l'idée. C'est un projet stratégique pour la région qui doit être très bien planifié et mis en œuvre pour pouvoir augmenter la capacité de production dans notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question suivante nous vient de Blanca Valadez du groupe Milenio au Mexique. Pourriez-vous préciser si le variant Delta du COVID-19 est beaucoup plus contagieux que les virus à l'origine du MERS, du SARS, d'Ebola, du rhume, de la grippe saisonnière et de la variole, et aussi contagieux que la varicelle? Docteur Mendes, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour cette question très importante. Nous savons que Delta a une capacité de contagion très élevée. Le virus SARS ou MERS se sont adaptés aux défenses nationales. Nous savons qu'ils viennent des chauves-souris, mais ils ne se sont pas très bien adaptés aux humains. Ils se sont très bien adaptés aux chauves-souris. Néanmoins, il est très difficile de comparer des virus. Il n'est pas très facile de comparer des virus à d'autres. Et également, les transmissions varient. Le virus Ebola est transmis très facilement, mais il est nécessaire d'avoir un contact de très près avec d'autres personnes. Nous savons qu'il s'agit d'un virus mortel, donc, mais il n'est pas si transmissible parce qu'il est nécessaire d'avoir un contact très proche avec une autre personne. Donc, d'autres virus se transmettent, par exemple, avec d'autres choses, et ceci dépend du vaccin, comme par exemple l'influenza. Et il faut avoir des conditions nécessaires, comme par exemple un rapprochement dans des zones fermées, dans des ambiances fermées. On devrait faire attention également lorsque nous le comparons à la variole, parce que nous savons que la contagion augmente quand il y a des contacts très proches et lorsque le virus est actif là où il se reproduit. Et finalement, les virus généralement évoluent chez les humains et se rendent plus transmissibles, mais non pas nécessairement plus mortels. C'est un processus qui est ce que nous sommes en train de voir maintenant avec le SARS-CoV-2 et le variant comme le Delta, un virus qui évolue vers d'autres variants et qui est plus transmissible, mais pas forcément plus mortel. Et ce que nous devons faire, c'est de freiner la transmission. Merci beaucoup, Dr. Mendes. La question suivante nous vient de José Carlos Betet et de Daniel Colline de TN 23 du Guatemala. Les questions qu'il nous pose. Quelle est, d'après vous, ou quelle est votre opinion au sujet de la situation actuelle du Guatemala concernant le COVID-19 dans la troisième vague de la maladie et quelles actions doivent être renforcées en tenant compte du fait que les variants lambda et delta sont déjà là? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Le Guatemala passe par une des circonstances les plus difficiles. Le nombre de cas a augmenté avec des rapports quotidiens de plusieurs cas et la présence des variants préoccupants tels que y compris le variant Delta. Guatemala avait augmenté le nombre de lits et de soins intensifs jusqu'à 2 ou 3 fois plus que ce qu'il avait au début. Mais néanmoins, avec l'augmentation du nombre de cas à des délais très courts, la disponibilité des lits dans beaucoup d'hôpitaux est encore très basse. Et le souci est de l'occupation de 100% pratiquement et également de l'exposition des soignants. Dans un contexte d'une baisse couverture de vaccination et avec des différences énormes entre les grandes villes, en ce qui concerne la couverture vaccinale entre les grandes villes et les zones rurales, c'est que si les projections en fait que le ministère de la Santé ont et qui se voient, qui sont publiés sur leur page Internet et qui sont partagés avec l'OPS montrent une tendance d'augmentation significative des cas si des mesures urgentes ne sont pas adoptées. Parmi elles, bien évidemment, les mesures comme l'utilisation de masques dans tous les espaces, mais outre le lavage des mains régulier, etc.
Ainsi, il y a eu une augmentation très significative des cas au Guatemala et la disponibilité de protection pour les soignants et la disponibilité pour traiter les soignants et le suivi de la situation de tous les services de santé certainement fera en sorte qu'il soit nécessaire une réorganisation et un renforcement du système des services de santé au Guatemala pour pouvoir répondre à la demande du nombre énorme de patients. Et d'un autre côté, pour freiner la transmission, il sera nécessaire d'adopter des mesures, outre celles que nous connaissons déjà et qui sont bien évidemment très utiles. Ainsi, nous sommes en train de travailler au plus près avec le ministère de la Santé du Guatemala pour que cette augmentation de cas se réduise le maximum possible et que aussi bien les patients et les décédés soient à un nombre le plus bas possible, bien évidemment, pour continuer avec les commentaires du docteur Étienne. Il est très important pour des situations telles que celle du Guatemala qu'il y ait une disponibilité plus grande de vaccins. La couverture du Guatemala est très basse si nous la comparons à d'autres pays et c'est un des exemples avec lesquels l'effort de l'organisation arrive à des pays non seulement qui ont le mécanisme COVAX, mais également qui reçoivent des dons. Tout ceci est très urgent pour pouvoir protéger les habitants du Guatemala. Merci beaucoup, beaucoup, Dr. Dr. Ugarte. Ugarte. La La prochaine question question suivante vient de Patricia Rodriguez de Calva Patricia Gotavez du du groupe Grupo Imagine Imagen au du Mexique. Mexique. Et je vais lire la question en anglais. Les enfants au Mexique et dans plusieurs régions de la question se préparent à revenir en salle de classe. Est-ce que OPS est d'accord? Quelles sont vos recommandations pour le retour aux classes? Merci beaucoup, Patricia, pour cette question. Cela va sans dire que les écoles sont essentielles pour la santé et bien-être des enfants et des adolescents et que l'éducation est fondamentale pour réduire la pauvreté, l'inégalité entre les genres et assurer le développement durable. Avec les écoles fermées, les enfants ont plus de chances de passer par la violence, la faim et d'autres souffrances. Alors, plus tôt nous pourrons retourner aux écoles normales, mieux ce sera. Les enfants et les adolescents en Amérique latine et aux Caraïbes ont été également atteints justement par la fermeture des écoles et les enfants, comme les enfants et les adolescents d'autres pays, avec 1 million au plus de garçons et de filles qui ont été atteints. Donc, rouvrir les écoles devrait être une priorité pour les gouvernements. Cependant, notre région continue d'être l'épicentre d'une grave pandémie mondiale. Plus de 2 millions de personnes sont mortes dans les Amériques et plus de 82 millions de cas ont été signalés depuis le début de la pandémie. Nous avons donc une transmission communautaire du COVID-19 dans presque tous les pays. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les écoles se transforment en un catalyseur de la transmission communautaire. Les écoles doivent rester un cadre sain pour vivre, apprendre et travailler. La fermeture et la réouverture des écoles doivent être considérées comme faisant partie de l'ensemble des mesures de distanciation sociale que les autorités nationales et locales ajustent constamment en fonction de la situation épidémiologique et de la capacité de réponse locale. L'OPS recommande donc que la réouverture des écoles se fasse par une approche progressive qui prenne en compte la situation épidémiologique locale qui peut changer rapidement. Donc, la surveillance est essentielle pour assurer que la réouverture se fasse en sécurité et que les environnements d'apprentissage restent sûrs. Avant la réouverture, les pays doivent assurer que les écoles pourront maintenir les mesures de prévention et de contrôle de COVID-19, telles que la distanciation sociale, les pratiques d'hygiène des mains, le port du masque
et un transport sûr et accessible vers et depuis les écoles, qui est également une considération importante. OPS a donc développé des conseils pour la réouverture des écoles et nous sommes en train de travailler avec les États membres pour que cette réouverture se fasse dans les meilleures conditions de sécurité possibles. En définitive, le moyen le plus sûr de réouvrir les écoles repose sur la capacité des pays à supprimer la transmission par la vaccination et la mise en œuvre de mesures de santé publique. C'est la seule façon de vraiment protéger les enfants, les enseignants, les parents et la communauté. Merci beaucoup, Dr. Etienne, pour cette réponse. La question suivante nous vient de Nora Gomez Torres du Miami Herald. Et je vais lire ça en anglais. La question suivante vient de Norma Gomez Torres du Miami Herald. Le gouvernement de Cuba a-t-il envoyé des données sur ses candidats au vaccin? Est-ce que l'OPS peut parler de l'efficacité? Est-ce que Cuba a fait des demandes de vaccins? Merci, Dr. Barbosa. Merci beaucoup pour cette question. Permettez-moi d'expliquer comment le processus fonctionne. Aucun vaccin n'a besoin de partager ses données avec OPS ou OMS. Le vaccin doit recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence par les autorités de santé du pays. Ça a été fait par Cuba. Le Abdala vaccin a été soumis à l'appréciation de l'autorité sanitaire de Cuba qui a autorisé son usage. Si le vaccin veut participer de la facilité COVAX ou veut être offert à d'autres pays en Amérique latine et aux Caraïbes à travers le Fonds renouvelable de l'OPS, ce vaccin doit partager alors toutes les informations à propos de la qualité de la production et la sûreté et l'efficacité. Jusqu'à maintenant, l'équipe de préqualification de OMS n'a pas reçu ces données de Cuba. Nous ne savons donc pas exactement quelle est l'efficacité du vaccin. Les données données par le gouvernement ont été comme le vaccin étant extrêmement effectif, mais il nous faut voir ce vaccin publié dans des magazines, des journaux scientifiques. Et si, encore une fois, on veut offrir ce vaccin au Fonds renouvelable ou à la COVAX Facility, il faut recevoir justement l'autorisation de OMS pour un usage d'urgence, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Cuba ne fait pas partie du mécanisme de COVAX, donc Cuba n'a pas reçu de vaccins à travers COVAX ou présenter de propositions à travers le Fonds renouvelable, probablement parce que le gouvernement de Cuba dépend essentiellement de sa production et sa capacité de production nationale. Merci. Merci beaucoup, Dr. Barbosa. La prochaine question est de Annalisa Paul de Guardian à Trinidad et Tobago. Les responsables de la santé ont signalé une augmentation des cas de COVID-19 par les populations plus jeunes à Trinidad et Tobago. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conclusions de OPS par rapport au virus chez les enfants? Dr. Mendes. Merci pour cette question si importante. Il n'y a pas de preuves qui appuient justement cette affirmation des facteurs chez les enfants. D'autres facteurs peuvent avoir augmenté de l'augmentation. Nous savons que toute la population plus âgée normalement prend plus conscience des mesures barrières que les jeunes et dans la plupart des pays. Et avec cela, le virus va essayer de maintenir sa transmission dans une population plus jeune parce que l'adhésion aux gestes barrières, aux masques, à la distance sociale est justement plus flexible ou plus difficile de maintenir parmi les jeunes. Il n'y a pas de raison biologique qui explique la transmission spécifique de Delta entre les enfants. Mais il nous faut surtout examiner et limiter la transmission à d'autres populations et également soigner nos enfants. Merci beaucoup pour la question.
Merci beaucoup, Dr Mendes. Nous avons deux questions maintenant au sujet du Venezuela. Nicole Yapo de Bloomberg News demande: le gouvernement vénézuélien n'a pas signalé de nouvelles arrivées de vaccins ces dernières semaines, mais la continuité du processus de vaccination suggère que davantage de vaccins ont été reçus que ce qui avait été officiellement annoncé. L'OPS sait-elle combien de vaccins le pays a reçus? Et la question de Gisela Salomon de la Associated Press: comment aidez-vous les pays de la région, notamment la Colombie, à obtenir des vaccins pour la population de migrants vénézuéliens réguliers et non réguliers? Docteur Ugarte, merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, concernant les vaccins que le Venezuela est en train d'utiliser pour vacciner sa population, ce sont des vaccins qui viennent à partir des négociations que le Venezuela a à travers des mécanismes bilatéraux. Et à travers de ces mécanismes, le Venezuela a reçu des vaccins et nous savons que le Venezuela continuera à le faire en attendant que les vaccins arrivent à travers le mécanisme COVAX. Concernant le soutien donné à Colombie et à d'autres pays, à partir du premier moment de la planification de la vaccination pour les migrants, non seulement les Vénézuéliens qui arrivent en Colombie ou dans tous les pays de la région, nous avons travaillé avec notre programme d'immunisation de l'OPS et des ministères de la Santé pour incorporer les migrants et d'autres populations vulnérables au sein des programmes nationaux de vaccination et ainsi faire une planification adéquate au sujet de la demande et la quantité de vaccins, où se trouvent les migrants, etc. Tout ceci a été compris dans notre étude. Dans le cas de la Colombie, ils ont reçu ces dernières années une quantité très importante de migrants vénézuéliens, ainsi que le Pérou, l'Équateur, le Chili et l'Argentine. Dans le cas de la Colombie, aux migrants réguliers, les migrants régularisés ou réglementés ont été incorporés dans le plan de vaccination et ils ont été vaccinés à travers les programmes. Les derniers chiffres que nous avons sont un peu plus de 17 000 doses appliquées et la plupart a été appliquée à des migrants vénézuéliens. Dans le cas du Pérou, la quantité de doses appliquées jusqu'au 30 juillet aux migrants vénézuéliens ont été de 76 000. Ce sont des chiffres exemples qui montrent que dans tous les pays, les migrants vénézuéliens ont été incorporés. Mais il est nécessaire d'avoir un nombre beaucoup plus élevé de vaccins parce que la population migrante est très importante dans ces pays. Par conséquent, à travers des dons tels que les dons du Canada qui a été très généreux pour pouvoir soutenir les pays à travers l'OPS, les pays d'Amérique latine qui ont reçu beaucoup de migrants venant du Venezuela et d'autres pays, nous sommes en train d'acheter maintenant des vaccins à travers le mécanisme COVAX et à travers d'autres mécanismes qui, dans le cas de la Colombie, a été coordonné conformément à des accords bilatéraux que la Colombie a avec d'autres pays. Ainsi, pour que ces vaccins arrivent le plus tôt possible en Colombie et dans d'autres pays. Par conséquent, il s'agit d'un travail à grande échelle et nous savons qu'aussi bien les migrants qui se trouvent dans des situations réglementaires avec les cartes de séjour autorisées et ceux qui sont en conditions irrégulières, qui n'ont pas de papier, etc., pour qu'eux aussi puissent être incorporés dans la vaccination, parce que c'est très important, parce que pour réduire la transmission du COVID-19 dans les pays, il est très important d'inclure toute la population, surtout ceux qui n'ont pas accès aux services de santé, parce que s'ils tombent malades,
ils iront trop tard, ils iront se rendre trop tard au service de santé, mais néanmoins, ils continueront à transmettre le COVID. Donc, c'est un mécanisme de générosité qui nous vient des pays d'Amérique, mais également, il s'agit d'une mesure de santé publique pour réduire le risque de transmission dans les pays. Merci. Merci, Dr. Ugarte. La question suivante se concerne ce qu'a dit le docteur Etienne. Natalia Vitella de la réforme au Mexique demande, est-ce que le Mexique pourrait participer avec son vaccin Patria dans l'initiative qu'a lancée l'OPS, Dr. Barbosa? Merci de cette question, Natalia. Tous les pays peuvent participer à l'initiative et nous avons reçu, comme je l'ai dit auparavant, plus de 30 propositions qui nous viennent de plusieurs pays. Cette plateforme pourra être augmentée, mais il faut avoir un regard pragmatique parce que nous savons que très fréquemment, les bonnes intentions pour produire partout dans tous les pays, ceci ne peut pas être appliqué dans la vie de tous les jours et la vie réelle. Donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer de rendre plus facile ce parcours de transfert de technologie à travers les pays qui ont des producteurs en Amérique latine et aux Caraïbes et qui sont intéressés à produire les vaccins ARN messagers qu'utilisent les vaccins Pfizer et Moderna. Donc, ce que nous essaie de faire, c'est d'établir des processus de transfert technologique qui soient durables, possibles, avec des investissements qui nous viennent des pays publics et privés et qui se basent sur la capacité qu'ont déjà certains pays de la capacité à produire des composants qui font partie de ces vaccins ARN messagers. C'est le premier pas de la plateforme. Mais il est certain qu'il est très important de soutenir et de reconnaître l'effort qu'ont mené beaucoup de pays pour développer des vaccins contre le COVID-19. Il est toujours important de reconnaître, et lorsqu'on demande le soutien de l'OPS pour fournir des coopérations techniques au sujet de questions de réglementation qui puissent aider à ce développement, l'OPS est ouverte et participe auprès des pays. Merci. Merci beaucoup, Dr. Barbosa. La question suivante, nous avons certaines questions qui nous viennent des Caraïbes. Candine Joseph de l'Observer qui nous demande en anglais. La question est, avec la période, la saison d'hiver qui commence et beaucoup de pays qui n'ont pas d'immunité, est-ce que le OPS appuie justement pour le vaccin des touristes comme précaution? Et Jasmine Brown, également des Bahamas, qui nous demande l'industrie des croisières a repris aux Bahamas. Cependant, récemment, nous avons eu beaucoup de cas de COVID reportés sur les bateaux. Est-ce que cette industrie constitue un risque pour les personnes si on considère qu'il y a beaucoup de cas de COVID dans la région? Oui, ces questions sont très importantes parce que nous avons vu que le tourisme est extrêmement important pour les économies, surtout pour les pays des Caraïbes qui en dépendent fortement. Leur revenu vient justement du tourisme. Et par rapport à cela, nous avons été en contact avec les États membres des pays pour leur donner des conseils sur comment procéder justement pour reprendre l'industrie du tourisme avec des recommandations, justement comment agir avec l'industrie des croisières, mais également les situations où les visiteurs devront présenter certaines conditions. Nous avons discuté sur l'analyse de risque dans les zones où les tourismes iront, y compris la transmission, la disponibilité de services de santé, les tests, la capacité de faire répondre aux urgences, mais
D'un autre côté, il y a également la recommandation pour les touristes, de ne pas faire des voyages internationaux à moins que ce soit nécessaire et quand ce sera nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires avant le traitement, pendant le traitement, toutes les mesures que nous savons être efficaces. Par rapport au vaccin, les patients qui sont vaccinés sont mieux protégés contre la maladie, les cas sévères d'hospitalisation. Donc, ces populations se trouvent en meilleure forme, disons, pour faire des vaccins, des voyages internationaux. Et beaucoup de pays dans les Caraïbes ont pris des mesures pour faciliter le voyage international des personnes qui ont été vaccinées. Mais comme la plupart de la population du monde n'a pas encore été vaccinée, nous ne recommandons pas cela se fasse sans restriction. Bien sûr que c'est une mesure que beaucoup de pays sont en train de prendre pour réduire la quarantaine, réduire l'isolement et faciliter le transit des personnes pour assurer que l'industrie du tourisme et le personnel de cette industrie ainsi que les membres de l'équipe soient vraiment conscients de la situation et qu'ils aient une capacité de détection précoce et que les services de santé puissent s'occuper des cas en augmentation parmi les touristes et parmi la population locale. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ugarte. La question suivante nous vient de Melina Ochoa de Uno TV du Mexique. Quelle est l'opinion de l'OPS sur la diminution des cas conformément au secrétariat? Quel est l'avis de l'OPS sur la diminution des cas de coronavirus au Mexique selon le ministère fédéral et selon quel est le statut des variants circulant au Mexique et la circulation de Delta est-elle de 100%? Merci de cette question. Aujourd'hui, nous avons confirmé plus de 3 millions de cas et autour de 254 000 cas de morts par COVID. Nous avons enregistré maintenant 216 000 cas actifs de COVID-19, surtout dans les États de Tabasco, Colima et de Potosí. Et sans aucun doute, les mesures de contrôle sont des mesures mises en œuvre et en place par le gouvernement et qui a fait en sorte que le nombre de cas monte moins rapidement. Ceci est en rapport avec la surveillance génomique, comme je l'ai déjà dit. Le Mexique, à travers l'INDRE, à travers l'INDRE, un réseau de surveillance génomique des plus solides dans le continent. Et grâce à cette capacité, ils ont réussi à obtenir plus de 20 000 séquences de tous les variants qui circulent dans le continent, telles que celles de haute préoccupation, telles que alpha, bêta, delta, et le delta représente plus de 24% des séquences reportées, jusqu'à 97% de la séquence rapportée dans la ville de Mexico, dans un processus qui est attendu, que nous savions que ceci allait se passer. La circulation plus importante de Delta se trouve dans certains États du Mexique, tels que Veracruz, l'État de Mexico, etc. Il faut dire que la surveillance génomique est complètement articulée avec la surveillance virologique. Par conséquent, surtout dans les endroits où il y a des variants tels que Delta. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Dr. Mendes. Certaines questions qui nous viennent du Nicaragua, de Lydia Lopez de la Prensa et de Abigail Gallo, qui est journaliste de Radio
corporations au Nicaragua. Lydia demande au Nicaragua, une grande partie de la population est en attente, sans date et sans information pour compléter son programme de vaccination. Que recommande l'OPS concernant la stratégie d'application des deuxièmes doses du vaccin? Et Abigail demande, l'OPS pourrait exiger du gouvernement nicaraguayen les chiffres exacts du nombre de personnes qui ont été vaccinées dans le pays, car à ce jour, on ne le sait pas. En outre, l'OPS pourrait-elle également exiger de la vaccination? Merci de ces questions de Lydia et d'Abigail. Le Nicaragua, il faut nous en souvenir, a reçu des vaccins à travers le mécanisme COVAX dû à la situation de l'Inde qui était le fournisseur de vaccins pour les dons au Nicaragua. Néanmoins, plusieurs pays tels que la Norvège, l'Espagne ont également fourni des vaccins, le pays a acheté des vaccins conformément à ces relations bilatérales et veut continuer avec la vaccination. Le Nicaragua, concernant le vaccin AstraZeneca, a reçu une quantité limitée et il est recommandé jusqu'à 9 semaines de différence d'après le schéma proposé par le groupe conseiller des vaccins. On demande aux personnes qui ont été vaccinées qu'elles soient attentives à la disponibilité des vaccins AstraZeneca. L'information concernant le nombre de vaccins, le nombre total de vaccins et également certains détails concernant la vaccination sont publiés sur la page Internet de l'OPS. Et, par exemple, ont été appliquées 602 000 doses de vaccins, 412 000 de première dose. Il n'y a pas de détails concernant la distribution par groupe de population, mais néanmoins, ces données se reflètent également dans la base de données que nous avons au sein de l'OPS. Et par conséquent, j'aimerais peut-être appeler et demander à tous les acteurs qu'ils nous aident en fournissant des informations pour savoir quel est le suivi de la maladie, la transmissibilité, l'occupation des lits, la disponibilité des équipements de protection. Ce sont des éléments de réponse au COVID-19, y compris la vaccination, bien évidemment. Merci beaucoup, Dr. Hogarty. Beaucoup, Dr. Hogarty. La dernière question est une question que nous venons de recevoir sur le chat. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la situation actuelle au Haïti après le tremblement de terre? Je voudrais vous remercier de cette question. La situation au Haïti continue une situation de risque considérable. OPS et le ministère de la Santé de Haïti ont déployé des équipes dans le département sud pour effectuer des évaluations rapides des établissements de santé et mettre en place un système de communication des données. Jusqu'à présent, les évaluations rapides nous montrent que 59 établissements de santé ont été touchés dans Grande-Anse, NIP et département du Sud. 27 d'entre eux ont été gravement endommagés. L'Agence de protection civile de Haïti rapporte qu'environ 2207 personnes ont été tuées, 12 268 personnes ont été blessées et qu'il y a encore 320 personnes qui sont disparues. Nous pleurons les vies perdues, bien sûr, et les personnes blessées, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le gouvernement haïtien. Les problèmes de logistique et de sécurité, continuer de limiter la livraison des fournitures, le déploiement de personnel dans les zones touchées et le transfert des patients vers les hôpitaux. Les besoins immédiats d'Haïti dans le secteur de la santé comprennent le personnel médical, les médicaments, les fournitures, la gestion des stocks, les initiatives en matière de santé mentale et de soutien psychosocial,
la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle pour les maladies transmissibles, les opérations d'approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements de santé et la réhabilitation des patients blessés. Bien sûr qu'à OPS, nous focalisons davantage sur la question de la santé. Plus de 8 300 personnes ont été déplacées cependant à la suite du tremblement de terre et la plupart sont dans 26 abris. La protection civile d'Haïti continue de travailler à l'accélération du processus d'acheminement de l'aide vers les zones touchées. Les besoins prioritaires sont les abris, la santé, l'eau et la nourriture. Les prochaines opérations seront menées avec un soutien important de l'armée américaine. OPS déploie également du personnel supplémentaire dans les zones touchées pour soutenir les opérations gouvernementales, y compris la surveillance syndromique dans les abris et le dépistage rapide du COVID-19. Nous coordonnons également avec le ministère de la Santé le déploiement d'équipes médicales urgences. Jusqu'à présent, 7 de ces équipes ont été déployées, 4 autres doivent arriver et d'autres sont en attente. Les efforts de vaccination contre le COVID-19 en Haïti se poursuivent avec 25 000 personnes vaccinées jusqu'à présent. Des vaccins supplémentaires sont attendus et la vaccination commence le dimanche à nouveau dans 5 communes dans le département de l'Ouest. Je vous remercie beaucoup de continuer de maintenir Haïti dans vos pensées, dans vos prières et de faire tout ce qui est possible. Nous vous assurons que nous faisons également tout ce qui est possible de notre côté pour atténuer les souffrances de la population de Haïti. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Et merci également aux autres orateurs. aux autres personnes qui ont répondu aux questions de notre docteur. Nous arrivons à la fin de notre session. Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le COVID sur la page Internet de l'OPS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous continuerons à faire attention à nous. Merci beaucoup.